Mesdames, Messieurs, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2025 de votre émission Point de vue. Bonne heureuse année à vous et à vos proches. Aujourd'hui, nous aborderons 3 sujets majeurs. Il s'agit des présentations de vœux à l'occasion du Nouvel An du président de la transition et des acteurs de la classe politique. Le deuxième sujet va porter sur les manifestations en Guinée et le troisième sujet sur l'incursion au palais présidentiel au Tchad. Pour analyser ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir 2 confrères. Il s'agit de Laya Diarra, journaliste à Soir de Bamako, et Massiré Diop, rédacteur en chef du journal du Mali. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le premier sujet, comme je l'avais annoncé tantôt, porte sur les présentations de vœux et nous allons parler d'abord du discours du président de la transition à la veille du Nouvel An, le discours du 31 décembre à chaud. Je me tourne vers vous, Massiré Diop. Vous avez écouté le discours du président lors de cette présentation de vœux pour le Nouvel An. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce discours? D'abord, excusez-moi, merci beaucoup, merci pour l'invitation et aussi l'occasion pour moi de vous renouveler mes souhaits, les meilleurs vœux de Nouvel An. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, c'est un discours qui était très attendu parce que c'est devenu une tradition en fait pour chaque fin d'année qu'on fasse généralement le bilan et qu'on dresse des perspectives. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes surtout. Beaucoup d'attentes parce que vous connaissez un peu les problèmes auxquels les Maliens sont confrontés, l'affaire de l'électricité, l'affaire de l'insécurité, l'affaire aussi de savoir quand est-ce que les élections pourront se tenir. Je pense que c'est aussi un débat en ce moment. Donc, il y a eu en tout cas un ramassé de tous ces sujets. Mais en même temps, c'est vrai que certains sont restés sur leur faim par rapport à tout ce qui était question électorale, parce qu'avec les dernières mesures qui étaient prises, je veux parler bien sûr du CNT qui avait inclus dans le budget la partie élection, plus d'autres mesures qui ont été prises, comme le fait de prolonger les listes, la révision des listes jusqu'au mois de février et plus d'autres mesures. Certains pensaient que on serait dans la tendance déjà, ou bien dans la mouvance, que cette année, véritablement, elle sera une année électorale. Mais là encore, certains sont restés sur leur faim. Bon, peut-être que c'est après que ça va être annoncé, mais d'ores et déjà, c'est le point, je crois, qui a le plus manqué dans le discours. Sinon, pour le reste, bon, c'est des choses auxquelles on s'attendait. C'est vrai qu'on s'attendait quand même à des mesures assez fortes, comme genre quand est-ce que l'électricité, quand est-ce que les Maliens pourront être satisfaits de la fourniture en électricité, avec le Ramadan qui approche, quelles sont les mesures concrètes prises pour baisser les prix et plus d'autres mesures. Et je crois que nous aurons l'occasion de l'évoquer lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation. C'est des points qui ont été évoqués par le président de la transition. Mais d'ici là, c'est vrai que les élections n'ont pas été évoquées dans le discours et il y avait certains signes où on disait que dans l'activité gouvernementale pour 2025, nulle part on ne mentionne le cas des élections. Est-ce pour autant on peut dire que les élections vont être mises en berne pour 2025? Bon, ce qui nous forme à espérer que ces élections constituent une préoccupation des autorités et dans le fait que dans la loi des finances qui a été adoptée au niveau du CNT, je crois que le budget alloué aux élections est déjà inclus dans cette loi de finances. Ce qui m'amène quand même à oser espérer que c'est une préoccupation qui est prise en compte au sommet. Maintenant, le discours du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An,
je crois que la question n'a pas été abordée, parce que c'est une question qui était attendue, c'est une préoccupation qui tient à cœur malien, mais il l'a occulté dans le discours, c'est ce qui fait que les uns et les autres se posent encore des questions. Mais avant, je crois que une démarche du Premier ministre, qui a quand même eu à rencontrer la classe politique, une partie de la classe politique, je crois que les préoccupations ont été exprimées à l'occasion, et surtout qu'au niveau de l'autorité indépendante de gestion des élections, je crois que la dynamique est maintenue. Et vous avez vu aussi qu'au niveau de la loi électorale, puisque la révision de la loi de la liste électorale, je crois que c'est du 1er au 31. Et je crois qu'un décret a été adopté pour la prolongation. Et je crois que ce sont des signes qui nous amènent à croire que 2025, quand même, va être une année électorale. On sait quand même que l'élection, surtout dans ce contexte, c'est quand même une activité majeure pour l'année 2005. Omettre les élections, est-ce c'est fait sciemment ou ils pensent que si la dynamique est enclenchée, ça suffit et on n'a pas besoin d'en parler lors d'un tel discours? Ou surtout, la question est attendue. Quand même, vous savez, généralement, hein, les discours de fin d'année, les discours de bilan et de perspective, c'est les grands sujets, les sujets majeurs qu'on évoque. C'est pas des sujets, voilà quoi, genre des sujets qui seront passés, ou bien des sujets qu'on va occulter, des sujets qui ne seront pas pris au sérieux. C'est les sujets vraiment qui intéressent la vie de la nation, généralement qui sont évoqués dans ce discours. Et surtout que tout le monde attendait la question des élections. Là, le fait que ça n'a pas été occulté. Bon, peut-être que certains se diront que comme il y a des signaux, d'après mon confrère, comme il y a des signaux qui sont là, c'est suffisant. Mais d'autres, il va falloir être très clair et tranché sur le sujet. Si ça n'a pas été évoqué, peut-être que on pourrait encore s'attendre à ce que ça ne soit pas véritablement cette année, comme ça n'a pas été évoqué. Alors que c'est un sujet normalement qui intéresse la vie de la nation, c'est un sujet majeur. Si ce n'a pas été évoqué, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas une si grande priorité actuellement pour les autorités. Ce que je peux ajouter à ce niveau, je me dis, bon, tu sais que la question des élections, c'est quand même la préoccupation majeure aujourd'hui. Toute la classe politique appelle quand même à aller à ces élections. Parce que le chronogramme. Aujourd'hui, vous avez vu, récemment aussi, il a été demandé à ce qu'on revoie la loi électorale. Puisque cette loi électorale, en vigueur, date d'une vingtaine d'années. Et je crois qu'elle a montré ses limites. Et c'est cette loi électorale qui encadre tout le processus. Moi, je crois que si le président venait à demander à ce que cette loi électorale soit revue et que les préoccupations des uns et des autres sont prises en compte, moi, je crois que tout prouve que, en tout cas, en 2025, quand même, je crois que le consensus, quand même, va être trouvé entre le pouvoir et les classes politiques pour, quand même, sortir définitivement de cette situation dans laquelle nous. Parce que, vous savez, la transition, c'est une parenthèse, comme l'a dit l'autre. Et moi, je crois qu'on ne peut pas rester dans ce processus éternellement. Et qu'est-ce qu'on encourt si jamais ce n'est pas le cas aussi? Bon, il n'y a pas bon, de l'autre côté, il n'y a pas de risque, parce qu'aujourd'hui, aucune pression ne peut être exercée, en tout cas par l'extérieur, sur ça. C'est la CEDEAO qui pouvait exercer cette pression aujourd'hui. Nous avons décidé de nous retirer de la CEDEAO. Moi, je crois que, au niveau de la classe politique, moi, je crois que les gens... Vous avez vu ce qui s'est passé au plan politique. Aujourd'hui, les acteurs sont réduits au silence. Les acteurs sont réduits au silence. Moi, je crois que ceux-là qui sont peut-être de l'autre côté, à l'extérieur, ou quelques voix courageuses, quand même, se font entendre pour demander à ce que vraiment on déroule le chronogramme pour qu'on sorte de la situation dans laquelle la démocratie, quand même, c'est quand même le moyen moderne de gouvernance. Il faut faire des élections pour qu'on puisse sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons, parce que c'est ce qui va inciter les partenaires, les bailleurs, les investisseurs, avec vraiment un décollage.
Et jusque-là, nous avons évoqué ce qui n'a pas été dit. Et cette fois-ci, ce qui a été dit, c'est surtout des avancées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le retour des services sociaux. Est-ce que cela est constaté effectivement sur le terrain? Bon, ce qu'on peut dire quand même, vous savez, c'est une question qui est très préoccupante. C'est une question qui est très compliquée. On ne peut pas nier le fait qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Suffisant, insuffisant, ça c'est à l'heure du bilan, je crois que ça va être fait. Toujours est-il que c'est un domaine qui est très complexe, un domaine qui est difficile à cerner. Et vous savez, le type de menace auquel nous faisons face, qui est une menace asymétrique, qui n'est pas une guerre conventionnelle où l'ennemi est connu. Là, l'ennemi peut être n'importe où. Donc, ce qui veut dire que ça peut être un combat de longue haleine. Vous avez vu, par exemple, des États... Je citerai le cas des États-Unis, il n'y a pas si longtemps. Vous avez entendu l'affaire je crois, le véhicule bélier. Oui, véhicule bélier, Voilà, effectivement. voilà. Donc, vous voyez que c'est un problème un phénomène mondial. Et la meilleure façon de l'aborder, peut-être, n'est pas que le volet, en tout cas, militaire, même si ce côté est extrêmement important. Il faudrait élargir cela, voir ce qu'il y a lieu de récupérer avec ces gens-là pour pouvoir avancer, parce que c'est un problème aujourd'hui qui a plusieurs ramifications, un problème avec des tendances qui sont très larges. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces dimensions aussi sont très larges. C'est pour cela qu'il ne faut pas se contenter que de regarder d'un seul côté. On doit voir sur le côté des finances ce qu'il y a lieu de faire, sur le côté de l'éducation ce qu'il y a lieu de faire, sur le côté, c'est pas de la santé ce qu'il y a lieu de faire, sur le côté de l'administration générale, que ça soit déployé. Parce que quand on parle du déploiement, c'est bon de déployer, de dire par exemple, oui, l'autorité est là, le gouverneur est là, le préfet est là, le sous-préfet, c'est bon, c'est extrêmement important. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Les enseignants doivent faire le retour, les agents de la santé doivent faire le retour, ceux qui font tourner l'administration également doivent être là. Donc il faut qu'on sente réellement que l'État est de retour, pas tout simplement un représentant de l'autorité. C'est déjà bon, mais il faudrait aller plus loin et puis surtout engager des discussions larges. Parce que, vous savez, c'est des questions sur lesquelles d'autres ont travaillé certainement avant. Et c'est bon également de les consulter et en tout cas ouvrir un large front pour discuter et voir comment régler cette affaire. Et votre regard sur la situation sécuritaire selon le président? Bon, je crois que le président, dans le discours qu'il a prononcé, on sent un certain optimisme. C'est vrai, sur le terrain, on voit ce qui se passe. Des efforts colossaux sont en cours, mais malgré tout, il y a quand même l'insécurité résiduelle par certains endroits, mais à d'autres niveaux, la situation est telle que rien n'a changé. Maintenant, vous avez parlé de services sociaux de base, parce que tant qu'on ne sent pas de sécurité, on ne peut pas prétendre avoir des services sociaux de base, parce que les acteurs qui doivent contribuer à amener ces services sociaux de base, tant qu'ils ne se sentent pas en sécurité, ne seront pas sur le terrain et donc ce ne serait pas possible. Je vois avant-hier un cri de cœur du cercle de Yoro où on dit qu'un lycée est là mais il n'y a pas de professeur. Où ils sont mutés, où ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils ont peur pour leur vie. Mais aujourd'hui, tu vois, dans le pays d'Ogon, je crois qu'hier, c'est pas avant-hier, le gouverneur a fait une annonce qu'ils vont essayer de retirer les armes à tous les miliciens, c'est-à-dire que le mouvement d'autodéfense. Maintenant, Dieu le sait, tout le monde sait les efforts, l'apport de ces gens dans le maintien de la sécurité au niveau de ces localités. Et d'ailleurs, je crois que ce mouvement a été dissous dans Moussagou, officiellement. Bon, officiellement, ça a été dissous, mais les gens sont sur le terrain. Les gens sont sur le terrain et dans les communautés aussi, ils apprécient, en tout cas, à des niveaux, les communautés apprécient la présence de ces hommes parce que pour eux, là où l'armée n'est pas,
c'est eux qui assurent la sécurité. C'est vrai. Ce qui n'est pas normal. Bon, ce On n'est ne pas sous-traite normal. pas la sécurité. On ne sous-traite pas la sécurité. C'est un domaine régalien. Et ça n'appartient qu'à l'État. Je n'en disconviens pas. Voilà. Mais l'armée aussi, l'armée n'est pas partout. L'armée ne peut pas être aussi omniprésente. C'est vrai, c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut. Mais avec le temps, je crois qu'on va aller à ça. Mais pour le moment, je crois que l'impossible n'est tenu parce qu'il y a des zones où pratiquement c'est difficile. C'est difficile. Sans l'apport de ces zones qui veillent quand même sur la sécurité des populations, moi je crois qu'on va assister à des catastrophes que Dieu nous en préserve. Justement, au-delà des zones que vous avez évoquées, il y a Nioro du Sahel aussi, avec l'enlèvement et peut-être probablement, hein, je le dis avec réserve, l'assassinat de Thierno Amadi Adital, qui est le calife général de la confrérie Tigania à Nioro du Sahel. Il y a quand même Amadou Koufa qui a fait un audio qui a été authentifié où il annonce le décès du calife. Mais aujourd'hui, il y a les proches du calife aussi qui démentent. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Est-ce que vous avez des éléments d'information à votre niveau par rapport à cette affaire? Bon, à ce stade, c'est difficile d'être formel sur la question. C'est difficile d'être formel. On ne peut que se limiter sur le factuel et ce qui est déjà dit. Bon, vous avez parlé que la famille et les proches sont en train de démentir, mais moi, je n'ai pas réellement vu de démenti. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas réellement vu un démenti. J'ai vu une sorte de d'appeler les gens à la prudence. Parce que l'information, peut-être qu'elle ne serait pas si authentique que cela. Que ça, oui. D'appeler les gens à la patience, à la prudence, à la vigilance. Moi, c'est surtout comme ça que je l'ai perçu. Okay. Mais pas en termes de nous sommes en train de démentir cette information parce qu'il n'est pas mort et que nous sommes en contact avec lui direct. Parce que tant qu'il est encore entre les mains de ces gens, son sort reste inconnu. Tout à fait. Surtout qu'on dit qu'il était blessé au moment lors de l'enlèvement. Là encore. Et puis, il y a d'autres qui ont déjà commencé à faire des... En tout cas, c'est une affaire qui, je crois, nous tient beaucoup en haleine. Parce que perdre un leader assez charismatique sur le plan spirituel, hein, et sur d'autres plans également, parce que vous savez que le plan social, c'est une communauté assez importante qui n'est pas qu'au Mali. Non, qui n'est pas qu'au Mali. La communauté omarienne, la confrérie Tijania, ce n'est pas qu'au Mali. Donc, c'est une affaire qui doit être, moi je crois que, prise très au sérieux, et surtout que les voix officielles aussi se prononcent sur la question. Je pense que c'est extrêmement important pour apaiser surtout la situation. D'accord. Bon, j'ai vraiment bien apprécié quand même la réaction de la famille. Okay. Parce que, vous savez, quand il a été enlevé, et tout de suite, la nouvelle s'est propagée et puis les gens ont commencé à s'inquiéter. Et le rapt a été revendiqué. Et c'est une semaine après que il y a eu des informations comme quoi il serait mort. Et les sources qui ont donné l'information aussi affirment avoir reçu un vocal qui a été authentifié. Mais je crois que ça a fait que ça a plongé les gens dans un désarroi. Et immédiatement, je crois que jusqu'au soir, je me rappelle même que j'avais écrit, mais à 19h, 20h, quand j'ai vu la réaction de la famille de Maître Tal et puis de la Javière de Nioro, ils disent non, qu'ils sont en contact avec, ils seraient en contact avec les ravisseurs. Ils appellent aussi les gens à prier, mais ils demandent la mort. Ça ne dit pas un démenti formel, parce que les gens étaient clairs, ils disent qu'il serait mort. Il a succombé à ses blessures. La famille dit que non, ils n'ont pas cette information. Mais les vérifications continuent jusqu'à infirmation ou à confirmation. Je crois que même aujourd'hui, je crois qu'ils ont, hier, ils ont fait un appel, aujourd'hui, vendredi, les gens vont se retrouver pour prier et encore sur les nouvelles sur cette haute personnalité respectée et respectable. C'est une affaire en tout cas qui est très sérieuse. Mais jusqu'ici, c'est vous avez vu après cela, je pense que
des attaques quand Ouais. même que Nyoro a enregistrées il n'y a pas si longtemps. Tout ça, ça montre un peu que l'insécurité, au-delà de ce qu'on dit qui était cantonné dans une certaine partie du pays et autres, l'insécurité aujourd'hui C'est se généralisé. généralise. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une guerre, c'est un combat, c'est une lutte qui est asymétrique et c'est comme cela qu'il faut envisager son traitement. Ne pas tout simplement recourir à la lutte armée, c'est important, mais en même la lutte militaire, c'est important, mais en même temps aussi garder une option. Surtout que dans d'autres forats, vous avez vu comment les Maliens se sont exprimés pour dire engageons le dialogue, parce que tôt ou tard, ça sera le recours. Donc, autant former des gens déjà pour cela, parce que je pense qu'il y a des imams et d'autres qui connaissent un peu tout ce qui est tout ce qu'on dit sur la religion en matière de djihad et autres. Je pense que c'est eux qu'on doit beaucoup plus mettre en avant pour un peu essayer de parler de ces choses. Je crois que Tcherno Amadou Adital a payé pour son engagement aux côtés des autorités surtout, hein, parce qu'il a appelé à la démobilisation de ces jeunes qui ont intégré ces mouvements djihadistes et autres. Oui, à ce niveau, vous avez vu, suivi que même après son enlèvement, que les auteurs auraient dit que ils l'ont enlevé pour aller l'interroger sur ses accointances avec les autorités maliennes. Je crois que moi, ce que je n'ai pas compris, c'est jusqu'ici, il n'y a pas eu de réaction officielle. Je n'ai pas connaissance d'une réaction officielle de l'État qui observe vraiment un silence de calme. Nous allons observer peut-être d'ici là, les choses, la situation va évoluer, mais toujours dans la dynamique de présentation des vœux. Nous avons noté deux sorties après le président de la transition. Il s'agit notamment de deux ex-premiers ministres, Choguel Kokala Maïga et Moussa Mara. Choguel, de son côté, lui, il a dénoncé les arrestations arbitraires, estimant qu'on ne peut pas gouverner par la peur. Maziré. Ouais. Bon, vous savez, c'est tout Choguel, quoi. Oui. C'est tout Choguel, c'est-à-dire que vous connaissez un peu Choguel avec le verbe, Choguel avec les mots, Choguel avec les phrases qui sont souvent poignantes. Donc, ça veut dire que quelque part, il n'a pas vraiment beaucoup perdu et que on espère d'ailleurs parce que à un moment donné, quand il était dans le gouvernement, on sentait que il avait commencé un peu c'est-à-dire à changer de cap ou bien à ne plus être le même Choguel qu'on reconnaissait jusque vers la fin. Jusque vers la fin, on l'a vu encore rebondir, en train de pointer du doigt vraiment ce qu'il pense que ce sont des problèmes. Et là, comme il n'est plus aux affaires, donc on le voit encore rebondir davantage, enfoncer le couteau dans la plaie s'il le faut. Mais toujours est-il que ça reste quand même Choguel. Et puis ce sont des pratiques, c'est vrai. Actuellement, lui, on peut se dire, bon, vous savez comment ça arrive, quoi. Et puis les Maliens avec la victime, c'est toujours une chaîne de solidarité qui est autour, qui va se former. Bon, et là, c'est vrai, en même temps, il pense qu'il est victime d'une situation, que ses partisans, ou bien en tout cas des gens qui le soutiennent, sont en train d'être... Mais encore que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Justement, ce que je voulais dire, même avec l'AIA, en fait, il dénonce quelque chose qui n'est pas nouveau. Voilà. Bon, arrêtez, moi, quand j'ai vu sa réaction, ça m'a fait rire d'abord. Ça m'a fait rire parce que je dis, bon, je sais que immédiatement les gens ont interprété, on va dire que Choguel, c'est quand même l'homme courageux qui dit haut ce qu'il pense. Mais je crois que sa réaction, je ne l'ai pas compris. Ce n'était pas comme ça. Parce qu'à un moment, voilà quelqu'un qui a traîné la classe politique dans la boue. Voilà quelqu'un qui a diabolisé les acteurs politiques, oubliant que lui-même, il est politique. Parce que président d'un parti politique, plusieurs fois candidat à la présidence, moi, je crois qu'il est mal placé pour essayer de ternir l'image des acteurs politiques. Et si tu as vu que les militaires ont eu même du mépris pour les acteurs politiques, je crois que Choguel est la base. Parce que
c'est lui qui les a diabolisés. Et aujourd'hui, son discours, bon, moi, ça m'a fait rire, mais au contraire, j'ai même eu pitié de lui, parce que c'est parce qu'il n'est pas à la primature. Et même le discours, quand il a parlé de clarification, c'est parce qu'il était en difficulté. Parce qu'il a dénoncé ce qui était quoi. Parce que, Premier ministre, il y avait le ministre d'État. Vous avez vu, à un moment donné, toutes les rencontres qui étaient organisées, qui étaient placées sous la présidence du chef de l'État, s'il n'était pas là, c'est le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale. Bon, vous avez vu, il y a ces événements qui devaient être présidés par le président, c'est le ministre d'État qui est. Parce que le ministre d'État, c'est vrai, c'est un militaire. Il a été isolé, Choguel. Choguel a senti que ce dernier est devenu une menace pour lui, c'est-à-dire qu'il lui faisait ombre. Et c'est voilà pourquoi il a commencé à tenir ce discours. Mais imaginez que Choguel, Premier ministre... Depuis la maladie ou la fatigue, on sentait réellement que les cartes sont en train d'être rebattues. Que les cartes, on est en train de les rebattre. Que le M5 qu'on connaissait autre n'a plus la primeur dans certains pays. Oui, mais justement, est-ce que depuis sa maladie, ce n'était pas l'occasion pour lui de laisser? Quand il est allé pour son repos forcé, ses soutiens même pensaient que c'était fini, c'était une façon de se débarrasser de lui. Et il y en a qui ont commencé à prendre position. Je me rappelle qu'immédiatement, Kader, qui est un de ses soutiens avérés, a animé même une conférence de presse ici et à Gao pour tenir un discours que je trouvais à l'antipode quand même de la démarche de soutien aux autorités. Mais quand il est revenu, il a fait des acrobaties. Il est allé rencontrer le président, il est allé rencontrer le président du CNT pour dire que vraiment, il est en forme et qu'il peut reprendre. Et c'est comme ça qu'il a repris. Et mais quand il a repris, malgré tout, le ministre d'État était là. Sa présence le dérangeait. Ça le gênait parce qu'il lui faisait ombre. Et c'est pour ça qu'il a commencé à hausser le ton. Oui, mais on sait, on connaît l'histoire un peu, mais malgré tout, aujourd'hui, la situation est telle qu'il est isolé et à la limite menacé, surtout avec les dossiers de l'AGEFO. Voilà, ça aussi c'est une autre grande préoccupation parce que, vous savez, les choses ont commencé à sortir et généralement c'est comme ça que ça se passe parce qu'un gouvernant, un dirigeant, tôt ou tard tu vas répondre. Ça aussi il faut s'attendre à ça. C'est pas une sorte de karma, mais c'est comme ça que ça se passe parce que ce sont des affaires publiques. On ne peut pas les gérer et puis partir comme si de rien n'était. Là aussi, ce sont des casseroles qu'il y a lieu d'éclaircir. En tout cas, la justice, je pense que devrait être mise en branle pour vraiment clarifier, encore une fois, le mot a tout son sens, clarifier, parce que je pense que ça c'est devenu la propriété de quelqu'un. Clarifier en tout cas cette situation, la gestion en tout cas qui a été faite de ce dossier, parce qu'aujourd'hui, c'est partout et les Maliens se posent des questions et c'est important qu'on fasse la transparence ou bien toute la lumière par rapport à ce sujet-ci. Il n'a rien à se reprocher, tant mieux. Mais là, vous avez quand même le bureau du vérificateur général, à mon avis, quand il émet des rapports, c'est pas pour généralement endosser à quelqu'un une responsabilité qu'il ne porte pas. Donc, il faut que toute la lumière soit faite sur ça. Est-ce que le dossier AGEFO, on peut dire que c'est une façon de le maintenir c'est ce que les gens pensent comme ça. Mais en réalité, c'est pour ça que les gens se disent que pourquoi se focaliser seulement sur ce dossier AGEFO. Je crois que le vérificateur a fait notre rapport. Mais si une personnalité a participé à une gestion, et surtout sous la transition, et qu'il a laissé des traces, moi je crois qu'il faut clarifier, il l'a dit, il faut clarifier. Parce que Choguel, au début, il n'avait pas fait du tout, il n'était pas tendre avec ces gens. Mais quand on l'a fait appel, qu'il a pris le premier qu'il a composé, donc il est allé avec. Donc ces gens, je le dis chaque fois que ces gens ne sont pas idiots, excusez-moi du terme, entre guillemets, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens, il les a attaqués, il les a vilipendés. Et s'ils ont l'occasion de le rendre, ils ne vont pas hésiter. Ils ne vont pas hésiter. Mais ce moment, c'est qu'aujourd'hui,
tu as parlé de scène de solidarité. La classe politique qui doit lui venir en aide, qui doit être son soutien, je crois qu'il ne va pas se manifester. Parce qu'il a contribué à torpiller ces gens. Il a une partie du M5 avec lui quand même. Mais une partie, quel M5 Donc nous allons toujours continuer. On n'entend plus personne maintenant. Parce qu'à l'époque, il avait la possibilité de les entretenir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous allons continuer avec toujours les présentations de vœux, mais cette fois-ci avec un autre ancien Premier ministre, Moussa Mara, qui estime que ce n'est pas avec les armes que le Mali va gagner la guerre contre le terrorisme. Et je crois que c'est quelque chose que vous avez évoqué. Mais au-delà de tous ces aspects, l'audace de Moussa Mara, dans ce contexte quand même, ça interroge un peu. Il est courageux. Hein. En tout cas, s'il y a un homme politique qui a vraiment marqué cette période, ou bien l'année qui vient de s'écouler, c'est vraiment Moussa Mara. Incontestablement. Parce que sur tous les sujets, il s'est exprimé. Même les sujets que l'on pensait être tabous, vous l'avez entendu, l'élévation au rang de général de certains officiers, vous l'avez entendu, des dossiers qui concernent aussi comment on les appelle, les dettes que le Mali est en train de contracter auprès du marché communautaire. Là encore, vous l'avez entendu. Et sur d'autres sujets, les réformes en cours et ainsi de suite, quand même, il n'a pas arrêté de jouer son rôle. Et c'est un rôle qui est naturel, parce qu'en tant qu'homme politique, tu connais déjà là où tu vas. On ne crée pas un parti politique pour aller dormir ou bien pour attendre que les financements tombent et aller... non, on crée un parti politique parce qu'on est à la conquête du pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler, il faut dénoncer s'il y a lieu, il faut critiquer, en tout cas, il faut s'exprimer. Et malheureusement, c'est vrai qu'on était dans une période assez difficile, parce que vous avez vu qu'il y avait une suspension des activités politiques et ainsi de suite, mais ils n'ont pas arrêté de jouer un rôle. En fait, c'est le parti Yelema, quoi. C'est le parti Yelema. C'est le parti qu'on voyait le plus, au-delà de Moussa Amara, qui s'exprimait. On voyait aussi Amidou Doumbia, qui était pratiquement sur tous les plateaux. Donc, ils ont réellement compris quel est leur rôle, et ils étaient pratiquement les seuls en train de le jouer comme il le faut. Bon, les autres ont choisi une autre méthode. Peut-être que c'était leur façon aussi de s'exprimer, mais en tout cas, celui qui allait plus au fond des choses, c'était quand même lui. Et même l'histoire de, comment on appelle ça encore, l'affaire de procès, là, la session spéciale, la session spéciale des assises, également, son nom a été cité pour être entendu. Certains quand même auraient choisi de prendre... bon, je dirais pas prendre le large, mais quand même resté, même à chaque fois qu'on l'entendait sur certains sujets, certains appelaient pour dire que est-ce que le gars va encore revenir de son... D'accord, mais là, certains pensent que tout cela, c'est de la poudre aux yeux, et que Moussa Mara serait peut-être même de connivence avec le régime en place. A fait effet. Ça y est, fait effet. Vous avez vu que certains soutiens du régime sont en train de sortir pour le peindre en noir. Même ce matin, je voyais des vidéos où on le traite de tous les noms d'oiseaux. Et jusqu'à dire qu'il est impliqué dans tel dossier. Mais ça à eux maintenant d'apporter la preuve. Moi, je crois que Moussa aussi n'est pas du genre qu'on peut essayer de traîner dans la boue et aller dormir. Et je crois que il va agir au moins opportun. Je suis d'accord avec Massiré quand il dit que s'il y a un homme politique qui a marqué l'année qui vient de s'écouler, c'est quand même Moussa. Moussa, avec son jeune Doumbia, vraiment c'est des gens, je les apprécie pour les qualités, la constance, leur courage. C'est des gens qui ne parlent pas comme ça, ils font des propositions. On dit que qui aime bien, châtie bien. Pour eux, la classe politique, depuis l'embastillement de certains, je crois que les gens ont cette peur de s'exprimer sur des dossiers, sur certains sujets très sensibles. Ça fait un effet. Et il n'a pas besoin d'être dans des organisations, parce que les autres partis ils sont dans des entités, mais malgré tout, de coalition, mais à lui seul, il pose des actes qui font bruit, qui ont
un effet. Je crois que c'est ce qui est important. Il faut vraiment saluer le courage de ce leader. Il faut l'encourager dans ce qu'il fait. Et je crois que... Mais ce que je déplore, c'est vraiment la réaction de certains qui n'ont pas compris, qui le vilipendent. Moi, je crois qu'ils ne sont pas plus patriotes que lui. Ils n'aiment pas ce pays plus que lui. Hein? Moi, je crois que quand il parle, il critique, il fait des suggestions. Et je crois que c'est des choses qui nous font avancer. Et même si les gens croient que c'est pour mettre les bâtons dans les roues des gens, c'est pour compromettre les gens, c'est pour les vilipender, les insulter, moi je crois qu'ils se trompent. Parce qu'ils n'aiment pas ce pays pour que Moussa. Au contraire, Moussa a posé des actes que eux, jusqu'ici, puisqu'il a eu à occuper des responsabilités, il a eu à participer à la gestion de pouvoir, il a été maire, ministre, premier ministre. Moi je crois qu'il a contribué, en tout cas, à l'avancée du pays. Des gens qui le critiquent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Et au jour d'aujourd'hui, c'est le seul candidat déclaré quand même à la prochaine présidentielle, même si on ne connaît pas encore la date. Et on ne voit pas les autres, bien qu'on peut supposer tel ou tel ou tel, parce que c'est des habitués, mais quand même, jusqu'à présent, c'est le silence. Alors que lui, quand même, il a eu quand même ce courage de déclarer quand même ses intentions. Et c'est ce qu'on attend vraiment d'un homme politique. Il faut se déclarer, il faut se clarifier. Il a évoqué un point sur les levées de fonds. Tu as vu? C'est le seul pratiquement qui parle, parce que c'est incontable. Il connaît la question. Et chaque fois qu'il y a levée de fonds, je crois qu'il parle, il fait des propositions. Et dans sa déclaration récente, il dit que même par rapport au montant que l'on avance, que lui n'a vu les traces ni dans la loi de finances de 2004, ni c'est en cours. Moi, je crois qu'il parle de questions qu'il maîtrise. Il maîtrise son sujet, quoi. D'accord, et nous allons aborder à présent le deuxième sujet qui porte sur les manifestations en Guinée. On sait qu'en Guinée, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants répondant à l'appel à la manifestation pacifique lancée par les forces vives de Guinée, faisant un mort par balle à Conakry. Alors, Massiré, la question aujourd'hui du côté de la Guinée, est-ce qu'il n'est pas mieux de boucler cette transition pour le général Mamadi Doumbouya? Vous savez, c'est comme c'est comme toute transition. Elle a un début, elle doit avoir aussi une fin. Comme un mandat, c'est comme autre chose. C'est comme ça la transition. C'est une parenthèse. Il faut qu'elle se referme tôt ou tard. Et plus ça dure, plus ça devient dur. C'est ça le problème quoi, des transitions. C'est pour ça que très vite, il faut mettre les choses que tu peux mettre en place et laisser la charge aux autorités qui seront élues aussi de conduire certaines affaires parce que c'est très complexe. Dans une transition, on n'a pas assez de temps. On n'a pas une assise assez forte pour pouvoir régler toutes les questions. Bien que souvent, il faut poser des actes. Il faut poser des actes parce qu'on ne fait pas, on n'ouvre pas une période transitoire pour juste être là pour être vu. Non, 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 c'est une période assez difficile. Et quand on l'ouvre, il faut savoir poser des actes. Mais quand on pose ces actes, c'est pour vraiment redresser les choses pour repartir. Mais lorsque ça commence à durer, lorsqu'on commence à prendre goût et lorsqu'on commence à s'installer davantage, souvent, vous savez, il y a l'usure qui commence à faire son effet et après, ça commence à contester à gauche et à droite et plus tard, vous savez ce que tout cela peut conduire. Donc, tout de suite, il faut décliner ses intentions, aller tout de suite à l'action, permettre vraiment que les choses puissent s'ouvrir davantage. En tout cas, c'est ça. Le cas de la Guinée, c'est très préoccupant parce qu'ils ont ouvert une porte avec cette histoire de manifestation qui a commencé et Dieu seul sait quand est-ce que ça va se refermer parce que vous connaissez un peu le tempérament. Justement, est-ce qu'il faut craindre l'effet boule de neige que cela n'arrive aux autres pays voisins de la Guinée qui vivent sous les transitions, notamment au Mali, au Burkina et au Niger? Pour voir, ça enivre. Ça enivre. Une transition, je crois qu'il a dit, plus ça dure, plus ça devient compliqué. Et je crois qu'en Guinée, Doumbouya a pris un engagement avec la CEDEAO. Je crois qu'on a donné un délai. Ce délai est arrivé à terme. Moi, je crois qu'il devait rassurer le peuple guinéen qu'il veut organiser des élections et
favoriser le retour à la vie constitutionnelle normale. Mais le problème, c'est que le pouvoir aussi a ses soutiens. Le pouvoir a ses soutiens. Et c'est des gens qui sont en train de l'encourager dans sa dynamique. Et je crois que les Guinéens avaient dit que depuis le 31 décembre, ils n'allaient pas répondre. Si déjà les hostilités ont commencé, vous avez vu les différentes manifestations. Donc, la crise en Guinée est un pays qui a déjà un passé vraiment un peu triste, parce que vous avez vu l'histoire de Dadis. Avec Dadis Camara. Vous avez vu, c'est que ça a entraîné comme conséquence pour un pays vachement riche qui n'arrive vraiment pas à se stabiliser. Vraiment, c'est à craindre. Et on n'est pas pauvre. C'est à craindre. Et Conté, qui a fait un discours aussi. Il encourage les autres. Et il y a un leader politique aussi qui estime toujours le président. Le président. Parce que, oui, parce que démocratiquement, c'est lui qui a été élu. Les gens sont venus, les armes, ils l'ont déposé. Mais c'est vrai, ça a été sans diffusion de ça. Mais je trouve que nous ne sommes pas des élus. Condé, en tous les cas, a été un élu du peuple. Et je crois qu'il était dans son mandat quand on l'a déposé. Et voilà pourquoi il a tenu le discours. Il se réclame encore président. Mais de l'autre côté, les forces vives aussi sont en train d'appeler. Je crois que quand il y a une jonction entre tous les acteurs, ça peut pour les tenants du pouvoir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il doit donner des signes pour rassurer. Mais il y a un aspect qui a aussi manqué, c'est-à-dire que oui, on peut par exemple atteindre le délai où la transition doit finir, et comme ici on a fixé des périodes, 18 mois, 24 mois, et ainsi de suite. Mais ce qui peut permettre vraiment d'atténuer un peu cette crise, c'est le dialogue. C'est le dialogue, parce que vous êtes en face des Maliens qui ont aussi, qui peuvent aussi réfléchir. On est en Guinée, hein? Voilà. Non, bon, je veux dire que ça peut être un peu partout. Ça peut être un peu partout. Ouvrir un dialogue assez large, pour pouvoir voir dans quelles conditions on peut sortir de cette transition. Je pense que les gens, ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des gens qui ne réfléchissent pas ou bien qui ne savent pas faire de propositions. Ouvrir un dialogue, c'est extrêmement important dans ce genre de conditions. Parce que la transition, et les élections et autres, c'est avec qui? C'est avec les hommes politiques. Donc autant ouvrir le dialogue, et même la société civile. En tout cas, on doit ouvrir le dialogue. Et là, sûrement, on va sortir, parce que comme on le dit, de la contradiction jaillit la lumière. Et nous allons aborder la dernière partie et très rapidement, les incursions au palais présidentiel au Tchad. On sait que la capitale tchadienne N'Djamena a été secouée par des tirs nourris près du palais présidentiel. Le 8 janvier dernier, le gouvernement a rapidement déclaré que la situation était sous contrôle. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que Mahamat Déby paye le prix de sa décision de vouloir se séparer de la France? Tout à fait, tout à fait. Il avait vu, parce que je me rappelle qu'à l'occasion de ce vœu de Nouvel An, je crois qu'il a dit que des gens, il a pris cette décision, mais on va le combattre. Mais qui va le combattre? Parce qu'il a décidé de rompre avec la France. Il leur a demandé de plier bagages. Ils sont partis et les heures qui ont suivi, vous avez vu ce qui s'est passé. Avec vraiment une incursion au palais présidentiel. Maintenant, je crois que ça a été contenu. La riposte a été foudroyante. Les gens sont capturés. La justice va suivre. On va mener des enquêtes pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais ce qui est sûr, il paye le prix fort de son courage, de sa décision de demander aux troupes françaises de dégager le passé. Alors, quelle hypothèse? Moi, ça n'a rien à voir. Okay. Moi, ça n'a strictement rien à voir. Une décision, mais le Sénégal aussi a pris la même décision, la Côte d'Ivoire a pris la même décision. Qui connaît quand même l'histoire politique du Tchad, on sait que c'est émaillé par ce genre de situation. Ce n'est pas une nouveauté. Sauf que ce n'est pas la même chose. Non, attendez, ce n'est pas une nouveauté. Le contexte, on peut dire que c'est à cause, mais je pense que il ne faut pas faire une histoire de cause à effet. Ça n'a strictement rien à voir. Les Français, ils étaient bien sûr à N'Djamena, mais ils n'étaient pas au palais présidentiel. Et de sûr, c'est au palais même. Et ils n'ont qu'à voir qui a mené ces attaques. Ils l'ont même dit, ils l'ont reconnu, ce sont des Tchadiens. Je pense que vous avez écouté l'un des ministres qui a parlé.
Donc tout de suite vouloir mettre un lien avec... Bon, ça c'est... c'est emprunter... Mais la stratégie de la France, là... La stratégie... Emprunter des... Bon, moi je parle pas... Je suis pas, comment on appelle ça, les histoires de conspiration autres là, moi je ne suis pas dans ça. Théorie du complot. Non. Moi, je veux parler des faits. Okay. Les faits qu'ils ont reconnus, ce sont des Tchadiens. Maintenant, une enquête va être ouverte, tant mieux, pour déterminer. Mais jusqu'à présent, on soutient que ce sont des Tchadiens. Sur ce point, je dis que lui, il l'a dit. Il dit qu'en décidant de rompre avec la France, je sais qu'ils vont le combattre. Et vous avez vu. Et vous avez vu, tu sais, on n'a pas besoin de troupes, de trouver des éléments français sur le terrain pour dire que c'est sur ce point. C'est des gens qui sont instrumentalisés. Mais par qui? Les enquêtes vont... Voilà. L'histoire nous le dira et nous arrivons au terme de ce numéro de Point de Vue. Nous avons eu le plaisir de recevoir Laya Diarra, journaliste Soir de Bamako, Massiré Diop, rédacteur en chef Journal du Mali. Grand merci à vous pour vos éclairages. Merci également à vous, chers abonnés, pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro de Point de Vue.